Good morning. Bonjour, je m'appelle Tyler McCann, directeur administratif de l'ICPA et c'est un plaisir pour moi de pouvoir tenir ce webinaire, le deuxième dans la série, pour ce qui est des relations fédérales, provinciales, Bon territoriales. matin, c'est Tyler McCann, je suis le dirigeant principal à l'ICPA. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Ce matin, on va considérer les enjeux fédéraux, provinciaux, territoriaux pour vraiment considérer les relations les plus sous-estimées en agriculture canadienne. Alors que nous nous rencontrons virtuellement, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître les Premières Nations dont nous occupons le territoire traditionnel alors que nous sommes devant nos écrans. Je suis dans l'ouest du Québec et le bureau de l'ICPA est à Ottawa, donc j'aimerais reconnaître la nation Algonquian-Anishinaabe, là où nous nous trouvons sur leur territoire traditionnel et non cédé. Il y a 17 ans, l'ICPA était là comme organisme neutre mettant l'accent sur le secteur agroalimentaire pour apporter des preuves, des perspectives, des solutions créatives aux décideurs politiques en lien avec les opportunités et les défis à relever dans le système agroalimentaire. Comme vous savez, il y a beaucoup d'opportunités et de risques à l'horizon. Nous devons passer un système qui doit rencontrer la demande mondiale pour des aliments de qualité et un système qui nous permet de traiter des adaptations climatiques. Nous devons être en mesure d'affronter un environnement mondial concurrentiel. Ce n'est pas un travail facile. Le système canadien a le capital humain pour pouvoir rencontrer ces défis. L'ACPI a hâte d'amener les parties prenantes ensemble pour nous aider à trouver de nouvelles manières de stimuler la croissance, de nouvelles idées ancrées dans la science et dans de bonnes politiques. Nous pouvons le faire seulement en travaillant ensemble. Nous vous invitons à vous joindre à l'ICPA comme partenaire financier et partenaire de connaissances pour élever le système agroalimentaire canadien encore davantage à travers ce dialogue. Le système canadien doit se rassembler pour créer de nouvelles perspectives au niveau des politiques. Nous avons besoin de bonnes connexions, de bonnes communications, de communications audacieuses qui durent aussi dans le temps. L'agriculture et l'ICPA a identifié ce besoin depuis le début. Nous sommes très reconnaissants pour leur investissement continu et leur soutien. Il y a plusieurs manières d'être impliqués avec l'ICPA et nous recherchons des partenaires financiers, des collaborations pour la suite des choses. Alors, n'hésitez pas à m'approcher ou Reed Jones, le directeur du développement des finances, et abonnez-vous à notre liste d'envoi pour que vous soyez à l'affût de tout ce que nous faisons au cours de l'année. Nous avons hâte de connecter avec vous. Notre discussion aujourd'hui par rapport à notre relation fédérale, provinciale, territoriale, c'est une importante composante pour que nous puissions nous rassembler. Plus tôt cette année, nous avons publié un rapport publié par Douglas Headley. Le webinaire, c'est la suite de ce rapport. Et nous avons hâte d'avoir ce dialogue au niveau des relations FPT au cours de l'automne 2022. Donc, c'est un plaisir pour moi de présenter notre modératrice, Kelsey Johnson. Kelsey aime beaucoup la politique. Elle est diplômée de la faculté de journalisme à l'Université Carleton. Elle a gagné des prix. Elle a publié plusieurs articles dans le Toronto Star, le Western Producer et autres. Elle est intéressée dans plusieurs portfolios. Elle donne quand même beaucoup de crédit à ses racines. Elle provient de l'Ouest canadien. Elle poursuit une maîtrise en politique publique et en administration à l'Université Carleton à temps plein et elle est l'auteur de iPolitics, un bulletin de nouvelles quotidien. Elle aime beaucoup faire la marche, le ski, le canoë et elle aime beaucoup cuisiner également. Merci, Kelsey, c'est à vous. Thanks, Tyler, very much for the introduction. Merci pour cette présentation. C'est un plaisir pour moi d'être animatrice pour la discussion aujourd'hui et nous avons des experts extraordinaires aujourd'hui. Pour le panel aujourd'hui, nous allons commencer avec une courte présentation avec Dr. Douglas Headley, qui est l'auteur du rapport dont Tyler a parlé, de comprendre le passé et notre futur pour pouvoir établir notre futur.
Dr. Headley nous donnera un contexte nécessaire et des perspectives par rapport à l'historique des relations fédérales, provinciales, territoriales pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter chacun des panélistes individuellement et nous allons poser des questions selon leur expertise et leur expérience pour ce processus FPT. Ensuite, nous allons passer aux questions de la part du groupe et ensuite de la part du public ici. Nous vous encourageons à écrire vos questions dans les questions et réponses que vous voyez au bas de votre écran. J'aimerais maintenant vous présenter notre premier panéliste, le Dr. Douglas Headley. Dr. Headley est consultant au privé après plusieurs années dans la fonction publique canadienne en agriculture et agroalimentaire Canada. Il a vécu et travaillé dans plusieurs pays au monde, incluant les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le sud-est de l'Asie avec CGIAR, IITA, la Fondation Rockefeller et Winrock International. Je suis un peu jalouse. Il a tellement voyagé dans de beaux pays. Il a joué un rôle central en agriculture et agroalimentaire Canada par le développement d'une stabilisation du revenu pour les agriculteurs. Il a travaillé de très près avec les provinces et des groupes de l'industrie pour développer un cadre de politique pour l'agriculture en 2003. Il a détenu plusieurs postes au gouvernement canadien, sous-ministre adjoint, des programmes d'agriculture, agriculture et agroalimentaire Canada. Alors, plusieurs postes au niveau des départements fédéraux. Dr. Headley a servi comme vice-président des programmes, président élu, président et président sortant de International Association of Agriculture Economists et une association mondiale avec 1200 membres dans plus de 100 pays. Il a aussi été l'éditeur fondateur de Agricultural Economics. C'est le Journal of the International Association of Agricultural Economists. Il a reçu le prix une adhésion honoraire à vie au IAAE et il a aussi été boursier de la Société d'économique en agriculture canadienne. Il détient des maîtrises et doctorats en économie en agriculture de Michigan State University et un baccalauréat également de l'Université de Guelph. En 2020, on l'a nommé à la Canadian Agricultural Hall of Fame. La cérémonie a été remise à cause de la pandémie. Il sera formellement reconnu à la cérémonie de 2021 qui aura lieu la semaine prochaine à Winnipeg. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Dr. Headley. Merci beaucoup. J'ai un titre ici parce que je dois commenter sur les mots « la relation la plus sous-estimée ». À cause de la Constitution, à cause des lois au Canada, les droits que les gens ont au niveau fédéral et provincial, la seule façon dont on peut travailler vers une politique commune partout au pays, c'est de le faire à travers les ministres au niveau fédéral, provincial et territorial. C'est pour cette raison que nous en parlons aujourd'hui. Nous n'en connaissons pas beaucoup. Cela n'a pas été étudié beaucoup non plus. Des groupes agricoles, d'autres groupes industriels reconnaissent tout ce dont cette relation a besoin. C'est la relation la plus importante que nous avons. Nous avons eu beaucoup de changements dans les 20 dernières années. Vous pouvez les lire ici. Je vais commenter sur l'un ou deux d'entre eux. Donc, la réponse au changement climatique auquel nous devons faire face en agroalimentaire chez nous et au niveau du commerce. C'est inévitable. Nous devons y faire face et nous devons nous ajuster en conséquence. L'autre, ce sont les tensions Est-Ouest qui s'exacerbent depuis quelques années. Nous n'avions pas cela auparavant. Ensuite, s'il vous plaît, j'aimerais faire une comparaison. Il y a 10 à 25 ans, certainement, nous avons un engagement beaucoup plus fort au niveau de la libéralisation du commerce. Nous avions un engagement très fort de la part du gouvernement fédéral
pour traiter les parties prenantes de façon équitable au pays, ce que nous n'avions pas eu depuis longtemps. On remonterait dans les années 20. Aussi, et nous avons beaucoup plus de difficultés au niveau des programmes qu'au niveau des politiques. Une fois qu'on établit notre BRM, là, nous pouvons poser la question pour la recherche et l'innovation pour le développement de l'industrie. C'était une percée importante en 2003. Donc, les priorités du gouvernement fédéral, il y en a 3 ou 4 qui ressortent pour tous les ministres au cabinet, normalement décidés par des lettres de mandat. Et ces lettres n'ont pas été publiées à date pour le gouvernement qui y est. Vous pouvez vous attendre à voir ces enjeux dans les lettres de mandat. Nous avons eu une réunion fédérale provinciale la semaine dernière et les sujets que je mentionne ici ont été sujets à discussion. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est un cadre intégré pour une réponse au changement soudain pour le commerce domestique. Si vous avez 2 ou 3 ans de difficultés pour des individus, les programmes PRM ont tendance à être affaiblis de manière importante. La vraie question ici, c'est qu'on ne fait pas juste envoyer de l'argent vers le problème. Nous devons voir où les ajustements doivent être faits au niveau soit le marché, soit les politiques, ou peut-être il peut y avoir une assistance à court terme. Mais, alors, désolé, c'est inaudible pour l'interprète. Ce n'est plus ad hoc à ce moment-là. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une vraie question ici au niveau des politiques. Est-ce que l'agriculture et l'aliment, est-ce que nous sommes un orphelin politique? Sauf pour BRM, est-ce que la plupart des enjeux se recoupent ou sont dirigés par d'autres ministères? Normalement, c'est que le public en général va voir l'agriculture et l'alimentaire, vont le considérer d'une façon pas aussi sérieuse que le secteur comme tel. En général, vous verrez un cycle de nouvelles très abrégé sur les enjeux agricoles. Dans le National Post ce matin, on a parlé à Durham de l'impact sur les consommateurs. Lorsqu'on parle qu'il y a moins de récoltes une année, on parle toujours des impacts pour le consommateur et non pas pour les agriculteurs. Donc, le signal le plus important que nous aurons de la part des ministres ou du ministre viendront dans la lettre de mandat. Merci. Merci beaucoup, Dr. Headley. Alors maintenant, je vais présenter notre prochaine panéliste. Notre première panéliste est Amy Vanderhyde. Amy provient de la merveilleuse vallée de l'Annapolis en Nouvelle-Écosse où elle est en agriculture avec son mari James et ses beaux-parents aussi. Ils ont aussi, donc sa ferme c'est Mountain Base Farm. Ils ont 3 fils, 7, 9 et 13 ans qui suivent leurs parents sur la ferme. Amy est très active dans l'industrie agricole. Elle est leader d'un club 4H, directrice du Kings County Federation of Agriculture et Do More Ag Foundation. Elle est la présidente de l'Association des producteurs de la volaille en Nouvelle-Écosse et en plus de l'agriculture,
Elle est sur le conseil d'administration d'un service de garde et des programmes parascolaires. Elle est la présidente également du conseil consultatif de son école. Alors, ce que je comprends, c'est que vous avez présenté à plusieurs réunions ou rencontres FPT en 2019 et en 2020. Donc, je me posais la question, pouvez-vous nous donner une opportunité d'entendre ce qu'a été cette expérience? Est-ce que les ministres étaient engagés? Est-ce que les discussions, est-ce qu'il y avait un dialogue constructif? Ça s'est passé comment? Pour ceux qui sont ici, oui, certainement. Donc, j'étais là en 2019 et j'étais là la semaine dernière aussi. Définitivement, il y a eu des changements, comme avec le monde entier, n'est-ce pas? Tout le monde s'en est rendu compte. En 2019, j'étais sur un panel de jeunes agriculteurs. Nous étions 4 sur ce panel et nous avions 5 minutes pour parler de nos enjeux. Il y avait le temps aussi pour les questions et réponses. Et ensuite, c'était très rapide, très structuré et pas beaucoup de temps pour un engagement à l'extérieur de la salle. La semaine dernière, j'étais présente virtuellement. Il y avait 2 autres panélistes dans la salle à Guelph et c'était formidable de voir les gens à un endroit physique. Puisque moi, je n'étais pas dans la salle, j'ai senti qu'il y avait davantage d'engagement et de discussion qui se produisait dans cet endroit physique comparativement à 2019. Je crois que c'est formidable. Je crois que cela démontre une volonté d'entendre ce que les gens veulent dire et de connecter avec eux. En plus de les voir à l'écran, alors, ce n'est pas comme les voir à l'écran une fois et ensuite on ne se voit pas à la prochaine rencontre ou au prochain événement en ligne. Donc, c'était une expérience que définitivement j'ai appréciée d'avoir cette opportunité d'abord ou d'un autre d'y assister et participer à ces réunions des FPT, c'est certain. Et avez-vous remarqué quelques enjeux dont M. Headley a parlé par rapport à être orphelin, par exemple, ou de ne pas avoir de pouvoir politique? Oui, j'ai écrit orphelin politique ici sur ma feuille, en fait. Lorsque nous parlons de jeux spécifiques, par exemple, cette année, j'étais sur un panel sur la santé mentale en agriculture. On ne sait pas où ça tombe sous quoi? Le fédéral, le provincial? Est-ce que c'est un enjeu au niveau des ministères de la Santé? Et lorsqu'on va plus loin dans des sujets en agriculture, en agroalimentaire, on entend qu'on se fait envoyer de part et d'autre entre les différentes juridictions et entre les différents paliers de gouvernement. Ça peut être, on peut devenir confus. Je ne suis pas experte au niveau des FPT. Je suis plus une spectatrice, si vous voulez, mais ça peut être frustrant lorsqu'on essaie de faire avancer une cause ou de communiquer avec quelqu'un pour savoir qui on doit approcher pour ces enjeux. Oui, cela m'a frappé en fait, oui. Oui, je suis d'accord. Formidable. Merci, Amy. Je suis certaine que nous allons vous entendre davantage lorsque nous arriverons aux questions et réponses. Et s'il vous plaît, un rappel à tous d'envoyer vos questions dans les questions et réponses. Je vais passer en français maintenant. Alors, j'espère que notre interprétation fonctionne. Un grand plaisir de vous introduire à Michel Saint-Pierre. Après avoir été associé à la création et au développement de la SOQUIA, oh mon Dieu, pendant 10 ans, M. Saint-Pierre a été nommé président-directeur général de la Régie des assurances agricoles au début de l'année 1986. Par la suite, il a assumé la direction de l'Office de crédit agricole avec le mandat de moderniser cet organisme qui devient alors la Société de financement agricole. En l'année 2000, M. Saint-Pierre s'est vu confier les responsabilités de directeur général du Centre d'insémination artificielle du Québec. En l'année 2003, il est nommé à titre de président-directeur général
de la financière agricole du Québec et ensuite sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en 2004. En mai 2008, il a été mandaté à titre de secrétaire général associé du ministère du Conseil exécutif pour procéder à la révision des programmes de soutien financier à l'agriculture, une des recommandations de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois. So, Monsieur Saint-Pierre, I'm going to switch to English. Donc, Monsieur Saint-Pierre, je vais passer en anglais maintenant pour votre question. Désolée. Donc, nous avons eu l'énoncé, la déclaration de Guelph cette semaine. Tyler en a parlé pour l'ouverture de notre rencontre. L'un des principes directeurs, on parlait de juridiction partagée au niveau de l'agriculture et des obligations du commerce international, que ceci soit respecté. Est-ce que vous pensez que la juridiction ou les compétences partagées sont respectées? Est-ce que les gouvernements provinciaux travaillent bien ensemble? Bonjour Kelsey, et d'abord, bravo pour ton français. Et merci également à Tyler de m'avoir invité. La question de partage des juridictions, contrairement à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on voit dans d'autres secteurs, comme par exemple la santé et l'éducation, pour lesquels il y a une très grande sensibilité, ça n'a pas fait, cette partage-là de juridiction n'a pas fait l'objet de grandes discussions et de quelconques négociations à l'époque où j'y étais, qui couvrent peut-être une quinzaine d'années. Il y avait des lignes claires, bien sûr, mais on ne sait pas, comme Doug Adley mentionne, les articles 91 et 92 dans son document comme étant les articles de base de la Constitution sur la question de partage des juridictions en agriculture. Ça n'a pas fait l'objet véritablement de grandes discussions. Les lignes qui m'apparaissaient claires et qui le sont encore, je crois, c'est en gros que tout ce qui concerne le commerce, les normes au niveau international, on pense à inspection, on pense à homologation et tout, relève clairement de la juridiction fédérale. Lorsqu'il s'agit de production et de commerce intérieur, c'est généralement aussi de juridiction des provinces et des territoires. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ça est clair, est une ligne très, très claire. Il y a quand même beaucoup de choses. Par exemple, les programmes de soutien de revenus qui, et Doug en a parlé, ont occupé beaucoup de place et beaucoup trop de place, à mon avis, dans les discussions antérieures. C'est ce qu'on appelle dans les présentations qui étaient faites de BRM, c'est Business Risk Management, c'est comme ça l'expression qu'on utilisait. Ça a occupé beaucoup de place, bien sûr, parce que c'est le partage la grosse partie des budgets. Malheureusement, dans ce genre de discussion-là, on a un peu trop souvent laissé pour compte des éléments plus structurants, recherche, innovation, à titre d'exemple, pour lesquels il restait peu de temps au bout des discussions et ça ne constituait pas un enjeu important. Mais de façon générale, le partage des juridictions s'effectue bien. Mais bien sûr, les personnes qui sont autour de la table, et je parle des représentants aussi bien du fédéral que des provinces, influencent beaucoup cette réalité. Il y a eu des périodes, je sais que vous allez revenir sur le sujet, mais où, par exemple, où le gouvernement du Québec faisait un peu bande à part, et pendant cette période-là d'une dizaine d'années, je ne peux pas dire que les relations étaient très chaleureuses entre toutes ces parties-là. Il y a eu même une période où on avait plutôt une politique de chaises vides ou de chaises même retournées, ce qui n'était pas guère plus élégant. Et cette période-là, bien sûr, n'était pas propice à des échanges entre les provinces. Pourtant, ces échanges-là sont essentiels. Alors, pour l'instant, je réponds à votre première question, Kelsey. Je sais que dans la suite, vous en aviez d'autres en complément, alors j'écoute vos questions. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Et je suis sûre qu'on va continuer la discussion à propos des relations entre les provinces et le gouvernement fédéral quand on va au Q&A. So, switching back to English. Donc, notre dernière panéliste,
professeure Grace Skogstad. Elle est professeure en sciences politiques à l'Université de Toronto. Elle a siégé comme présidente au département de sciences politiques et comme vice-directrice de la recherche par intérim à l'Université de Scarborough, présidente sortante de l'Association canadienne de sciences politiques. Elle est présidente présentement de l'Association internationale de politique publique. Elle spécialise en politique canadienne, surtout au niveau du fédéralisme. Alors, ça rejoint Michel. Et de comparaison des politiques publiques en lien avec l'agroalimentaire et les combustibles renouvelables en Amérique du Nord et en Europe. Donc, elle a été l'autrice de livres aussi. Alors, les titres de ses livres ici, Effectiveness, Global Promise, Federalism, etc. Elle a aussi publié des articles dans des journaux canadiens et internationaux au niveau de la science politique et des politiques publiques. Elle a reçu le prix de J.J. Barry Smith Doctoral Supervision Award en 2021 à l'Université de Toronto et le Mildred A. Schwartz Lifetime Achievement Award de la American Political Science Association en 2019. Alors, professeur, c'est un honneur de vous avoir ici. J'aimerais élargir davantage notre discussion. Nous avons parlé du focus canadien sur les provinces en lien avec le gouvernement fédéral. Vous avez fait beaucoup de recherches par rapport aux politiques agroalimentaires au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Vous avez vu quoi par rapport à cette dynamique FPT? Comment est-ce que la dynamique FPT peut se comparer par rapport au développement de politiques en agroalimentaire au Canada, aux États-Unis et à l'Union européenne? Merci pour cette question, Kelsey. Merci de m'inviter. Merci à l'ICPA de m'inviter à cette séance aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que les dynamiques de l'établissement de politiques en lien avec l'agriculture ne sont pas tellement différentes au Canada et avec l'Union européenne, mais très différente par contre avec les États-Unis. Dans l'Union européenne, la politique là-bas, c'est ce qui est c'est à la grandeur de l'Union européenne et il y a 3 institutions qui gouvernent cela. Donc, les changements viennent de la Commission européenne. Cet organisme de gouvernance qui a la seule autorité de proposer de nouvelles lois et ils doivent être approuvés par le Conseil des ministres, dans ce cas, les ministres de l'Agriculture et depuis 2009 par le Parlement européen. Maintenant, le CAP est négocié à l'intérieur du contexte d'un cycle de 7 ans pour le budget. Donc, tout changement aux politiques sont établis par ce cycle budgétaire. Donc, des changements, il y a eu quand même 2 réformes majeures dans le dernier cycle et cette année, c'était un processus de 3 ans quand même. C'est une négociation contractuelle avec les ministres. Parfois, il a été le cas que les dirigeants des États ont dû résoudre des tensions et en arriver à une entente finale. Donc, c'est en format négociation. Les États-Unis, c'est très différent à l'effet que c'est le gouvernement fédéral qui a la juridiction aux États-Unis. Et bien sûr, le Farm Bill, donc le projet de loi sur l'agriculture, ce projet de loi, dans le passé, c'était une entente avec les partis des démocrates et des républicains. Les membres du Congrès tentent d'y inclure quelque chose pour chacun de leurs États. Alors, il y a beaucoup de compromis, là, et il n'y a pas quelque chose pour tout le monde. Et je crois que ce projet de loi, c'est un programme pour subventionner la production et la consommation. Et cette entente de fournir des étampes ou des bons pour pouvoir se procurer des aliments.
Alors, je vais revenir à ce que Michel a dit. Nous sommes une fédération. L'Union européenne est semblable à une fédération avec leurs particularités. Et dans ces contextes particuliers où il y a des différences au niveau de l'agriculture, lorsqu'il y a des différences importantes entre les provinces ou les États, il doit y avoir des négociations, des compromis qui doivent être faits. Je ne crois pas que nous sommes plus antagonistes au niveau de l'établissement de politique plus que l'Union européenne. Mais l'Union européenne a fait beaucoup plus de progrès qu'au Canada pour ce qui est de la direction de soutien envers les agriculteurs. Alors, de se détourner de soutenir les agriculteurs et de soutenir plutôt les consommateurs ou le marché. Nous allons passer maintenant à une discussion ouverte alors que les gens continuent de nous envoyer leurs questions dans le chat. Et il y a eu beaucoup de discussions dans les présentations. Dr. Edley en l'a mentionné et Grace maintenant pour ce qui est de notre habileté à prendre le soutien et de l'éloigner du soutien aux revenus. Comment voyez-vous la façon de limiter la partie prenante des BRM, Business Risk Management, donc la gestion du risque? Comment s'éloigner d'en parler et d'entamer une intégration là, vers les autres secteurs? Michel? Oui, à mon avis, Kelsey, les choses vont dans cette direction-là un peu plus maintenant. On a face à nous des grands enjeux qui touchent tout le monde. C'est un petit peu dans l'adversité qu'on trouve véritablement des accords. Lorsque la situation était peut-être comment dire, plus smooth, plus douce, on n'avait pas autant de grands défis devant nous. La question centrale restait les programmes de soutien de revenus, les BRM, et comme je le mentionnais tout à l'heure, très peu de temps est accordé à autre chose. On est maintenant dans une situation pour laquelle, et Doug le montre très, très clairement dans son papier, les choses se complexifient. D'un côté, les programmes où le grand enjeu de changement climatique et d'adaptation à ces changements-là qui touchent l'agriculture, à différents niveaux, de l'agriculture comme étant un acteur au niveau des gaz à effet de serre, mais également un acteur dans la possibilité de solutionner, de réduire ça, il faut qu'on se retrouve ensemble. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a un endroit, il y a une sorte d'ennemi commun, si je peux appeler ça ainsi, qui fait en sorte qu'on puisse parler davantage qu'on le fait dans le passé. C'est dans l'adversité, généralement, qu'on trouve ce genre de lien commun. Et je pense que sur ce plan-là, les choses vont dans une direction où on ne peut pas échapper. D'autre part, il y a aussi, et Doug également le mentionne bien, le rôle de différentes parties maintenant qui se joignent. Il y a 15-20 ans, à nos débuts, nous, c'était l'agriculture qui se réunissait ensemble et il n'y avait pas beaucoup d'autres intervenants, d'autres parties prenantes. Aujourd'hui, d'une part, du côté des gouvernements, plusieurs ministres, plusieurs ministères sont touchés. On parlait de la santé, l'environnement, c'est bien évident, le commerce extérieur également. Tout ce monde-là veut aussi savoir ce qui se passe. Et du côté des consommateurs également, de plus en plus, les enjeux sont une meilleure identification de produits, les résidus de pesticides, toutes des choses qui, il y a 15 ans, n'occupaient pas autant de place qu'ils occupent aujourd'hui. La santé animale également, le bien-être animal sont un autre facteur. Alors, je pense qu'on trouve là un certain nombre de sujets qui sont véritablement des préoccupations communes. Et donc, si je veux m'avancer dans une autre question que vous m'aviez déjà soulevée, Kelsey, c'était la question, est-ce qu'on peut travailler davantage ensemble? Et sur ce plan-là, je dirais qu'il y a eu des mauvaises périodes. Il y a eu des périodes pour lesquelles il y avait des gouvernements qui ne voulaient pas se parler. Dans ce moment-là, ça ne va pas très bien. Mais lorsque les gouvernements sont ouverts à la discussion, je crois que
tout le monde a intérêt à se rencontrer également en dehors du cadre formel des réunions fédérales, provinciales, territoriales. Des visites entre ministres et sous-ministres pour mieux connaître les réalités. Personnellement, je l'ai fait, moi, pendant les années que j'ai été là. J'ai parcouru le Canada, j'ai parcouru les provinces, toutes sans exception, et j'ai eu des contacts extrêmement étroits et chaleureux avec mes collègues. Mais ça aidait. Et lorsqu'il est arrivé des événements qui touchaient davantage, par exemple, un problème pour les provinces de l'Est, bien, on se parlait davantage, bien sûr, Ontario, Maritime et Québec, mais on se parlait et on avait des positions communes sans nécessairement présenter ça comme étant un incontournable au fédéral. Il restait qu'on avait quand même une position et ça avait un peu plus de poids autour. Donc, se parler, il y a eu des périodes où, comme je mentionnais, on ne l'a pas fait malheureusement, mais je crois qu'on devrait inscrire ça un peu dans notre programme. Alors, je pense que s'il y a une chose, c'est une recommandation que je me permets de faire aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire-là. Alors, j'arrêterai ici. Là, je pourrais continuer assez longtemps, mais je ne vais pas prendre toute la place. Oui, merci. Dr. Headley, did you... Dr. Headley, vous vouliez répondre à ce... J'aimerais répondre à ce que Michel a dit et ce que Grace a dit aussi. Nous devons comprendre que les ministères de l'Agriculture au niveau fédéral et provincial territorial ont commencé à se rencontrer plus fréquemment depuis 1985 et se sont rencontrés à toutes les années depuis ce temps-là. Ce sont les seuls ministres de province qui se rencontrent régulièrement. Alors, ce qui est arrivé dans les années 30, cela a établi le fait que nous devions nous rencontrer pour établir des politiques au Canada. On ne pouvait passer à côté. Il y a eu des disputes, des litiges par rapport à la responsabilité dans les années 90, dans la fin des années 80, pendant les années 90, par rapport à ce qui était fédéral et ce qui était provincial. Certaines provinces disaient que tous les problèmes en agriculture était la faute des ententes de commerce. C'est le gouvernement fédéral qui s'en charge, donc le gouvernement fédéral devrait faire tout le financement. Nous avons surmonté cela. Il y a eu 3 ou 4 enjeux majeurs et ces enjeux ont été réglés avec l'entente de Whitehorse en l'an 2000 et mise en œuvre en 2003. Une chose que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur de la Farmgate est couvert par l'article 35. Mais au-delà de cela, c'est les sections 91 et 92. Donc, c'est la juridiction fédérale provinciale. Donc, avec les gouvernements provinciaux, c'est l'autorité d'avoir un programme d'assurance. Le fédéral s'est joint au programme à cause de leur capacité financière élevée. Ils ont dit, bon, nous allons financer cela si vous respectez des règles partout au Canada. C'est de cette façon que ça s'est fait. L'autre chose qui s'est produite avec le BRM au début des années 2000, c'est que nous avons tout mis dans un système propulsé par la demande. Avant cela, nous avons passé des heures à diviser l'argent qui nous était dévolu par la cagnotte fédérale et à quelle province tel montant devait aller. Mais dès qu'on parle d'être propulsé par la demande, selon la demande, ça détermine le partage de ces fonds pour chacune des provinces. S'ils ne participent pas dans les programmes conjoints avec le fédéral, ils ont moins d'argent. L'une des plus grandes distinctions entre le Canada et les États-Unis, c'est que l'administration canadienne nous habilite. Nous avons de très courtes législations. Donc, aux États-Unis,
Tous les détails du programme sont négociés par ce projet de loi, le Farm Bill. C'est 200 quelques pages de plus à chaque fois. Avec cela, nous avons beaucoup plus de flexibilité dans nos relations FPT pour travailler plus facilement que si le gouvernement fédéral avait tous les détails du programme prescrit en vertu d'une législation. Pour moi, c'est l'une des plus grandes différences entre les États-Unis et le Canada. Merci. Merci beaucoup, Dr. Headley. Professeur Scott, c'est à vous. Scott. Oui, je pense que des périodes d'adversité, je les appellerai les menaces extérieures, qui nous stimulent à travailler ensemble en tant que ministre FPT. Alors, par exemple, les réformes qui ont été mises en face. Donc, en 1995, il n'y a rien comme une pression provenant de l'externe pour obliger le Canada d'en arriver à une décision commune. Si c'est la formule à la réussite pour les relations FPT en agriculture, c'est la capacité de trouver une entente autour de positions communes sur plusieurs choses. L'autre partie essentielle, c'est que non seulement le gouvernement fédéral va partager les coûts d'un programme quelconque, mais aussi qu'il y ait suffisamment de flexibilité pour que les provinces puissent adapter les programmes à leurs besoins distinctifs. Le Québec a été une des parties prenantes à cet égard. Le système fédéral doit donner une assez grande marge de manœuvre aux provinces pour que les provinces puissent gérer leur propre économie agricole. Alors, c'est le partage de coûts, la flexibilité et des normes qui sont communes. Mais la préoccupation, c'est que trop de flexibilité aux provinces pour ajuster les programmes selon leurs besoins peut avoir comme résultat de créer des obstacles, des barrières à travers le pays. Par exemple, une province qui reçoit un traitement favorable par rapport à une autre, par exemple. Donc, c'est délicat de trouver cet équilibre en permettant la flexibilité tout en établissant des politiques pour que les provinces puissent faire ce qui est le plus important pour leur secteur chez eux. Amy, j'aimerais l'inclure dans cette discussion et aller chercher la perspective de la productrice ici. Vous avez travaillé, vous avez fait des représentations au niveau provincial et fédéral. Est-ce que vous trouvez que cette juridiction partagée, lorsque vous gérez de tels enjeux compliqués, est-ce que vous trouvez que c'est un plus grand défi du côté du producteur pour aller chercher les programmes qui fonctionnent pour vos besoins? Oui, je crois que si on revient à savoir où les choses tombent en place, dépendamment de l'enjeu, et bien sûr, dépendamment d'où vous êtes au Canada, vous pouvez avoir deux différentes réponses de deux niveaux. Je crois que de trouver la bonne information, de passer à travers toutes ces complications, de passer d'un niveau à un autre, ça peut être un défi pour les producteurs à naviguer et à comprendre, sans se fier à trop de gens pour faire les choses à leur place, par exemple. Oui. Comme producteur, c'est toute une tâche de comprendre les programmes BRM et de travailler à un niveau au niveau quelconque du gouvernement, surtout qu'on se fait envoyer à gauche à droite de temps à autre. Alors, on jette un coup d'œil à l'horloge. Il y a beaucoup de questions qui sont rentrées ici de la part de notre public. Nous avons 15 minutes qui restent. Une question, et une très bonne question, c'est en lien avec la déclaration de Guelph. Ce sont les changements climatiques, dont la conférence COP26 vient tout juste de se terminer ici à Glasgow. L'agriculture était absente.
alors que les changements climatiques étaient au centre de la déclaration de Guelph. Est-ce que vous pensez que l'enjeu des changements climatiques et comment cela a un effet sur l'agriculture ne sont pas objet de discussion suffisamment, surtout si on considère les éléments de notre fédération chez nous, entre les provinces ici, les défis que nous avons et même au niveau mondial? Qui aimerait parler de cet enjeu en premier? Peut-être professeur Skogstad, puisque vous avez une perspective internationale? Oui, le changement climatique, c'est définitivement à l'agenda et au plus haut niveau aussi. Nous avons eu un litige avec le gouvernement fédéral par rapport au prix du carbone. Alors, cela a un impact sur l'agriculture, le prix de l'essence, par exemple. Pour l'agriculture, c'est très complexe dans le sens que lorsqu'on pense à l'agriculture comme étant contributrice aux gaz à effet de serre, ou pouvons-nous y penser comme faisant partie de la solution par rapport au GES? Et aussi, l'agriculture est aussi victime des changements climatiques. Nous avons vu des événements qui, évidemment, sont en lien avec les changements climatiques. Donc, c'est un enjeu que nous devons auquel nous devons faire face et au niveau international aussi, au niveau national aussi. Nous voyons des développements par rapport aux possibilités de pays qui pourraient voir imposer une taxe sur le carbone selon certaines normes. Nous ne pouvons pas faire semblant avec cet enjeu. Quel sera le processus? Est-ce que ce sera à travers le cadre de politique pour l'agriculture ou est-ce que ce sera une discussion plus élargie? Et d'essayer d'avoir davantage de parties prenantes à ce sujet. Michel? Si ça peut être un peu court pour que je puisse prendre davantage de questions. Grace, mais je pense bien positionner la question de l'agriculture. J'allais dire que le rôle ou l'absence ou presque de l'agriculture dans le débat de Glasgow et dans celui des COP antérieurs aussi, c'est peut-être un peu le fait que l'agriculture a voulu se cacher un peu. L'agriculture a voulu se cacher parce qu'elle se voyait comme étant un contributeur aux gaz à effet de serre et ça, ce n'était pas très bien vu d'en parler. Tout à coup, là, on a réalisé que l'agriculture pouvait être une solution également. Et là, c'est là qu'on arrive, dans le fond. On arrive avec un certain retard autour de la table des COP. Et éventuellement, je pense que la place va être encore plus grande à la prochaine COP 27. Mais ça peut expliquer ça. Il faut maintenant réaliser une chose, c'est qu'on peut être comme production, on peut être aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et le côté captation devient de plus en plus important. Il y a des adaptations de production qui doivent être faites dans ce sens-là, mais je pense qu'on est en train de véritablement d'ouvrir le débat. Le rôle de l'agriculture comme solution sera de plus en plus à l'agenda des prochaines réunions. Mais je voulais surtout expliquer que dans le passé, on a voulu un peu se cacher de cette réalité-là, considérant que, bon, ça ne se disait pas trop fort, mais que l'agriculture était quand même un élément majeur et pas secondaire, en tout cas, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 et de méthane également. Mais aujourd'hui, on fait face, je pense, à cette réalité-là. On a des solutions et on peut même être une solution. Donc, je pense que l'avenir devrait être un peu différent du passé de ce côté-là. Merci beaucoup. Dr. Headley, again, if you... Dr. Headley, encore une fois, une courte réponse et ensuite Amy. Oui, merci. Deux choses. Les 6 points que j'ai énumérés sur ma diapositive par rapport à ce dont nous avons discuté à Guelph la semaine passée avec les FPT. Il y a un élément seulement qui tombe sous le mandat des ministres de l'Agriculture et c'est le BRM, Business Risk Management. Donc, tous les autres sont en intersection avec ou sont dirigés par d'autres ministres.
Si ça fait partie de l'agenda du premier ministre, donc ce sera propulsé du bureau du premier ministre et du bureau du conseil privé. Comment est-ce que le ministre peut établir des politiques par rapport à l'agriculture quand ça devrait être sous la juridiction du ministre de l'Environnement et de l'autre côté du bureau du premier ministre et du conseil privé. C'est le genre de problème, d'après moi, auquel nous faisons face. Si vous considérez les lettres de mandat par le passé, c'était de renouveler les programmes BRM. Et c'était ça. C'est pour cette raison que cette lettre de mandat qui sera publiée est très importante. Et si oui ou non, le ministre fédéral de l'Agriculture et leurs collègues partout au Canada prendront la direction pour ce qui sera la suite de l'agriculture. Merci, Dr. Headley. Amy, je voulais commenter qui ressemble à ce que les autres ont dit, mais je pense que surtout avec Grace qui a dit que nous devons avoir des parties prenantes autour de la table, mais nous avons besoin d'autres secteurs aussi. Si on écoute les nouvelles, à chaque fois qu'on parlait des émissions, il y avait toujours une image de bétail aux nouvelles, bien que l'agriculture n'en parlait pas, n'était pas là pour en discuter. En plus des autres ministres qui sont impliqués, il y a aussi un aspect de confiance de la part du public qui en fait partie. Et ça revient à ce que Michel disait par rapport au BRM, de savoir ce qu'on ingère, ce qu'on apporte dans l'agriculture et ce que nous produisons en agriculture. C'est l'autre côté de l'histoire. Ce sont des présomptions qui sont faites automatiquement parfois. Merci. Donc, notre question pour Dr. Headley. Pouvez-vous commenter sur les changements qui doivent être faits pour gérer l'efficacité de l'enveloppe BRM ou est-ce que vous voyez des prix chocs, par exemple, le canola en Chine ou d'autres litiges au niveau du commerce? Merci beaucoup, Kelsey. C'est ce à quoi je faisais référence plus tôt lorsque j'ai présenté mes diapositives. Lorsque nous avons ce genre d'événements comme le porc et le canola avec la Chine, nous devons décider si ce sont des enjeux à long terme pour lesquels nous devons nous ajuster. Et donc, vous devez avoir un programme d'ajustement qui s'en occupera. Si c'est un événement unique qui n'est pas à répéter, alors vous pouvez assister directement. Mais vous devez avoir le contexte des programmes en cours, comme un programme d'instabilité qui peut s'occuper des changements, désolé, inaudibles. Et ce n'est pas important si on parle d'un niveau de 70 ou 85 si vous avez besoin davantage, la première chose à faire, c'est de savoir si c'est un problème d'ajustement, un problème à long terme ou un problème à court terme. Parce qu'on va les gérer différemment au niveau du gouvernement. Si on fait juste envoyer de l'argent, ça ne disparaîtra pas et ça n'aidera pas les agriculteurs sur le long terme. Pour faire le suivi de cela, et cela revient à ce que Michel et Professeur Scott ont dit, et Amy aussi, avec les enjeux qui deviennent de plus en plus compliqués et complexes en agriculture, est-ce que le cadre de politique en agriculture, est-ce que ça devrait être 5 ans ou est-ce qu'on devrait réduire un petit peu pour dire 3 ans pour être davantage, pour pouvoir répondre plus rapidement puisque les choses changent rapidement. Michel? Well, Doug l'a bien mentionné à la fin de son document. 5 ans, c'est bien long lorsqu'on parle d'ajuster, d'avoir des mécanismes de réaction à des réalités qui changent très souvent. Bien sûr qu'il peut y avoir un certain nombre de choses qui sont des lignes directrices principales et qui, elles, peuvent
occuper une période aussi longue, mais lorsqu'on doit réagir, comme il le mentionne lui-même, par exemple, au changement de marché pour lequel la politique se mêle beaucoup au commerce de ce côté-là, on ne peut pas véritablement couler comme dans le béton une politique puis dire qu'on en a pour 5 ans. Les Russes ont essayé ça avec leur politique quinquennale et c'est un désastre total. Alors, je pense qu'il faut avoir, on ne peut pas écrire cela. Et même du côté des États-Unis, le Farm Bill n'est pas non plus un grand succès en ce qui concerne sa capacité de répondre. Les Américains ont un avantage, ils ont la force de leur puissance économique pour gérer ça, mais de façon générale, ce n'est pas 5 ans, c'est de plus en plus long dans le contexte des changements rapides qui s'opèrent. Puis lorsqu'on parle, si on introduit par exemple des facteurs comme celui de l'adaptation au climat, on ne sait même pas véritablement là, comment on va être capable de gérer ces situations-là dans 5 ans. Alors donc, effectivement, gardons une porte ouverte pour des négociations plus ponctuelles durant cette période-là, tout en ayant, bien sûr, un certain nombre de principes généraux qui eux, ont une certaine pérennité dans le temps. Merci, Professeur Skogstad. Professeur Skogstad, et ensuite une autre question rapide, c'est mon objectif. D'accord. Je dirais juste que probablement qu'il y a une position à mi-chemin pour une clause, pour une politique sur 5 ans, mais d'avoir un mécanisme d'examen pour dire donc nous allons, mettons, à 2 ans et demi, on pourrait réexaminer et rajuster. Donc, nous pourrions réouvrir la discussion, mais l'entente comme telle n'arriverait pas à terme. Oui, formidable. Ma dernière question est la suivante, et c'est pour vous tous, et je crois que c'est bien avec notre discussion. Étant donné les obstacles que nous avons par rapport à ces enjeux si complexes, est-ce que le FPT a la capacité de gérer ces enjeux et dans le moment présent? Est-ce qu'il y a une opportunité? Bon, tout le monde s'est arrêté, nous sommes en pandémie mondiale et tout le monde repense à la façon dont nous faisons les choses. Qu'en est-il pour cet ajustement au niveau de l'agriculture pour la suite des choses, si cela a du sens? Je vois des visages qui sont confus. Ma question, est-ce que le processus actuel fonctionne bien ou doit être ajusté ou complètement changé pour gérer les enjeux auxquels le secteur fait face présentement? Amy, vous voulez commencer? Je peux essayer. Je sais que d'avoir été dans les réunions FPT, j'ai entendu le mot collaboration encore et encore et encore. Et je crois que lorsque nous considérons ce genre de choses, c'est la clé. Et oui, on veut rester dans l'œuf, mais nous devons aussi approcher d'autres secteurs et aider à non nécessairement diriger le processus, mais l'encourager, le pousser pour qu'il se fasse. C'est tellement important pour plusieurs choses, avec plusieurs choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, comme vous avez mentionné. Peut-être que ce ne sera pas toujours comme ça ou peut-être que ce sera pour le mieux. Mais d'entendre ce message de collaboration encore et encore, cela a mis la table pour dire que le Canada est là ensemble, peu importe notre industrie. Alors, comment est-ce que nous pouvons mettre l'accent sur certaines choses comme notre chaîne d'approvisionnement, notre sécurité alimentaire, etc. Alors, ça a été un fait saillant pour nous au cours de la pandémie. Alors, comment pouvons-nous travailler ensemble et nous pouvons travailler ensemble sur quoi pour que le processus s'améliore? Merci, Amy. Quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter? Est-ce que le FPT, c'est là où il faut discuter de ces enjeux? De mon point de vue, je crois que Michel a mis l'accent sur la force du mécanisme FPT.
les ministres, ils ont été en mesure d'établir des relations de confiance. Ils ont su comment faire des compromis, de travailler ensemble. Je ne crois pas que ce soit exclusif ou que ce serait complètement mis de côté si on ouvrait le processus encore davantage. Ma compréhension, et je ne suis pas experte sur les changements climatiques, mais ce que je comprends, c'est que les gouvernements auront à mettre de l'argent pour aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Et je crois que cela exigera non seulement de l'argent, mais le public canadien doivent se mettre du même côté. Ce n'est pas juste un problème des provinces. Je serais certainement ouverte, j'accueillerais un processus de politique beaucoup plus pluraliste, une conférence ou quelque chose d'ancien comme on faisait avec Agriculture Canada, mais nous devons avoir un dialogue sociétal beaucoup plus élargi que juste les gens dans le milieu de l'agriculture. Bien sûr que ces gens d'agriculture ont l'oreille des gouvernements, mais il y a d'autres parties prenantes aussi, au-delà des producteurs et de Michel. Bon, j'allais dire un peu, oui, j'allais dire un peu la même chose. Il y a beaucoup de partis qui également interviennent. On ne peut pas parler de les rencontres fédérales provinciales comme étant un cercle fermé. D'abord, les lobbies de producteurs sont extrêmement présents. Ils ont donc des avis à donner. Ils sont de plus en plus également équipés pour produire des données, des études, etc. Il y a également des groupes de toute nature, de consommateurs environnementaux, etc., qui envoient des signaux. Alors, comme on dit parfois, c'est à l'égard de la démocratie, c'est peut-être pas idéal, mais on n'en connaît pas de meilleur. Alors, en ce qui concerne les rencontres fédérales provinciales ou le processus actuel, s'il n'est pas idéal, ben, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Si on ne peut pas véritablement, avec l'ensemble des intervenants et les élus qui représentent chacune des provinces, territoires et le fédéral, je pense que ça reste un bon forum pour faire face à ces enjeux-là. Mais comme je vous dis, j'en connais pas de meilleur. Merci beaucoup. And Dr. Headley, last word to you. Dr. Headley, le mot de la fin. Je reviens toujours au point que le changement climatique ne sera pas le sauveur de l'agriculture. Au plus, on va devoir aider le ministre de l'Environnement à cet égard, que la flexibilité soit là pour établir des programmes et des politiques sur mesure pour le genre de transformation et d'ajustement dont nous avons besoin pour les 5 à 10 prochaines années, je ne sais pas. Et c'est pour cette raison que ces lettres de mandat sont si importantes. Si elle a cette flexibilité, alors certainement l'agriculture et l'agroalimentaire et les ministres des FPT auront plusieurs opportunités pour faire en sorte que ces ajustements soient sur mesure pour le secteur agroalimentaire. Si elle doit conseiller le ministre de l'Environnement, ce qui est à l'interne au niveau fédéral, et de laisser les processus décisionnels à d'autres, alors ça m'inquiète à savoir si ce sera fait de façon suffisante et de manière à aider le secteur pour les années à venir. Je crois que c'est une très bonne conclusion alors que nous attendons les lettres de mandat et que la Chambre se rassemble. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui à ce panel. C'était un plaisir de discuter avec vous dans la dernière heure. Je suis étudiante à temps plein. Je n'ai pas beaucoup l'opportunité de le faire ces temps-ci. Alors, j'envoie le micro à Tyler pour le mot de la fin. Merci encore une fois. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Kelsey, et merci à tous nos panélistes pour vos remarques, vos perspectives. Merci à ceux qui sont là, qui nous ont écoutés. Merci pour vos questions. Bien sûr, c'est un enjeu important. Nous y avons référé dans le titre comme la relation la plus sous-estimée en agriculture, mais c'est une relation qui est importante pour la réussite du secteur. Comme nous l'avons dit plus tôt, la clé de ce succès, ce sera la collaboration. Et
Premièrement, ce dont nous avons besoin, c'est une compréhension commune des défis et quelles sont les opportunités aussi. Alors, c'est tout un défi, oui, que les gouvernements partout au pays et le gouvernement fédéral s'entendent sur quels seront ces défis et ces opportunités, ces solutions qui devront être mises en œuvre. Mais c'est une partie du travail que nous voulons faire ici à l'ICPA pour rassembler les gens, que les gouvernements se rassemblent, les parties prenantes, pour comprendre réellement les enjeux à court terme et à long terme pour le secteur et comment nous déployons les solutions. Nous assurer que la relation FPT soit en mesure de le faire. Nous allons continuer à en discuter de cette relation. Nous l'apprécions, cette relation. Elle en resté à l'affût et nous verrons ce que nous aurons sur notre plan de travail pour FPT. Merci à vous tous d'avoir été là. Tous les participants auront un lien à l'enregistrement de ce webinaire et ce sera sur notre canal YouTube bientôt. Alors, partagez-le dans les médias sociaux avec des amis et des collègues qui n'ont pas été en mesure de se joindre à nous aujourd'hui. Et aussi, abonnez-vous à notre liste d'envoi pour que vous soyez à l'affût de nos événements à venir au cours de l'année. Notre prochain séminaire ou webinaire en décembre, c'est une opportunité pour un examen ou une révision de 2021, de revoir cette année de politique en agroalimentaire. Alors, ce sera une discussion très vive. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année. Bonne journée. Merci encore.